Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres MSV nationales. Moi, je vais vous présenter une étude qu'on a menée cette année sur l'impact du maraîchage sur sol vivant sur la santé des sols. Donc, pour peut-être vous donner quelques éléments de contexte, donc moi, je suis Amandine Faury, je travaille à la DAF en tant qu'agronome spécialisée dans le maraîchage sur sol vivant. Et à la DAF, on fait du développement, donc on accompagne des agriculteurs et des agricultrices pour mettre en place des pratiques agroécologiques. On fait des journées techniques, etc. Mais on fait aussi des projets de recherche et développement. On essaye d'évaluer ces pratiques-là sur le terrain pour savoir quel est leur impact. Donc, l'étude que je vais vous présenter, ça fait partie d'un projet qui s'appelle CAUSAGRO 2. Et donc, il y a un volet de ce projet-là qui vise à évaluer notamment l'impact du maraîchage sur sol vivant sur la santé des sols. Peut-être, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le maraîchage sur sol vivant, ça a été défini comme un ensemble de pratiques qui visent à remettre le sol au cœur du système de culture. Et donc, ça s'appuie sur 3 piliers qui sont la réduction, voire l'arrêt du travail du sol, la couverture permanente du sol et des apports importants de matière organique pour régénérer les sols. Donc, c'est en quelque sorte une adaptation de l'ACS au maraîchage, même au maraîchage biologique, enfin dans certains cas du moins, là dans la plupart des cas même. Et donc en accompagnant, du coup ça fait 5 ans qu'on travaille avec des maraîchers et des maraîchères qui font du sol vivant ou qui essayent de faire ça du moins. Et donc on voit qu'il y a des questions qui se posent. Donc du côté des maraîchers et des maraîchères, il y en a qui se demandent est-ce que vraiment, à quel point en fait, ça rend mon sol plus fertile de faire ces pratiques-là? Est-ce que ça change beaucoup de couvrir le sol et de venir travailler de temps en temps le sol par rapport à arrêter complètement le travail du sol? Qu'est-ce que ça fait quand j'apporte 200 tonnes hectares de broyat, etc. Et puis du côté académique, on a aussi des questions qui se posent. Donc on sait déjà que l'ACS a un impact positif sur la santé des sols. Ça, il y a de nombreuses études qui appuient ça. Par contre, le MSV, on n'a pas de retour là-dessus. On n'a pas d'études là-dessus. Alors, à vrai dire, si on a quelques références, quelques études qui vont étudier, par exemple, l'arrêt du travail du sol ou la réduction du travail du sol, ou alors la couverture du sol, ou alors l'apport massif. Mais la combinaison de toutes ces pratiques-là, il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont fait. Alors, je pense notamment, il y a l'INRAE d'Alenia qui travaille depuis peu sur ce sujet-là. Mais du coup, c'est plus dans des contextes, donc c'est vers Perpignan, c'est sous serre, et donc c'est en station expérimentale. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin de construire des références et des études sur ce sujet-là. Donc la question qu'on s'est posée est toute simple, c'est quel est l'impact du maraîchage sur sol vivant sur la santé des sols? Et nous, on a fait notre étude en conditions de production, parce qu'on voulait refléter ce qui se passe vraiment sur le terrain, avec toute la diversité des pratiques. Et donc on travaille en Drôme-Ardèche, voire Isère, et donc on a travaillé sur ce contexte pédoclimatique-là. Mince, pardon. Donc, je vais vous présenter nos méthodes. Bon, je précise que ça va être rapide parce que c'est une grosse étude avec plein d'infos. Et donc, je vais faire de mon mieux pour expliquer ça, mais il faudra peut-être s'accrocher. Donc, on a défini 3 modalités pour étudier l'impact des pratiques MSV. Donc, on a la modalité de référence qui correspond à une modalité où les sols ils sont travaillés assez régulièrement avec des outils animés. Pour le coup, là, on n'avait pas de labour. Les sols, ils sont nus une grande partie de l'année. Il y a des apports de matière organique qui sont faits, mais ils sont plutôt de type engrais, fumier ou compost de fumier, et ils sont incorporés au sol. Dans la modalité suivante, c'est MSVTR pour travail réduit. On est avec un travail du sol relativement peu fréquent, mais existant, et avec des outils aidants. On est toujours sans labour. On a une couverture permanente du sol et des apports qui sont assez importants et eux qui sont plutôt en surface. Donc on a des sols qui sont couverts. Dans la modalité suivante, c'est MSVNT, sans travail du sol. Donc les sols, ils ne sont pas travaillés. On a une couverture permanente
et des apports souvent massifs, en surface. Et donc, ces apports-là, ils peuvent être de type compost, broyat, foin, paille, etc. Donc, on a travaillé sur 9 parcelles en conditions de production, donc chez des maraîchers et des maraîchères. Et du coup, ça nous a fait 3 parcelles par modalité. Et donc, sur chaque parcelle, on faisait 3 planches, donc ce qu'on appelle du coup des réplicas. Donc ça nous a permis de faire des stats. Et donc, on avait d'autres critères pour pouvoir comparer le plus possible nos modalités, qui étaient de venir le plus loin possible dans la saison après les travaux du sol et les apports de matière organique, parce que ça aurait beaucoup trop influencé nos indicateurs. Et nous, on voulait avoir l'impact d'un système sur le long terme. On ne voulait pas savoir qu'est-ce que ça fait d'apporter du compost à l'instant T, qu'est-ce que ça fait de travailler le sol à l'instant T. On voulait savoir ce système dans la durée, dans la globalité, est-ce qu'il est meilleur ou pas. Donc on avait aussi d'autres critères après, parce qu'on avait des périodes d'incubation, donc pour garder les choses le plus possible égales, donc on demandait, enfin on cherchait des parcelles où il n'y avait pas d'apport de matière organique, pas de travail du sol, pas d'occultation, pas d'irrigation pendant la période d'incubation. Au niveau du contexte pédoclimatique, c'est 20 minutes, non. Au niveau du contexte pédoclimatique, on avait des sols équilibrés. Alors, équilibrés, je vais dire avec des guillemets, parce qu'on ne fait pas comme on veut quand on travaille en situation de production et qu'on a autant de critères à respecter. Donc, on est quand même plus ou moins dans des sols équilibrés. Donc, on a entre 10 et 30% d'argile. Et on est donc dans la Drôme, dans la vallée du Rhône, vallée de la Drôme et vallée de l'Isère. Et donc, on est sur des roches-mères calcaires avec des pH élevés et des sols plutôt alcalins, du coup. Et donc, on a mesuré plusieurs indicateurs. On a utilisé la méthode BioFuncTool qui a été développée par Alain Broman, par une équipe de l'IRD et du CIRAD, et donc qui vise à évaluer la santé des sols avec des indicateurs le plus possible de terrain pour pas qu'on ait pour refléter au plus possible la santé des sols telle qu'elle est dans le champ, avec des indicateurs qui sont le plus possible rapides et peu coûteux à mettre en place, et qui évaluent la fonction du sol, qui évalue directement, du coup, nous, nos 3 fonctions, c'est le maintien de la structure, le cycle des nutriments et dynamique du carbone. Donc, c'est ces 3 fonctions-là qu'on a évaluées. Et pour chaque fonction, on a 3 indicateurs. Donc, on a, pour le maintien de la structure, on a évalué la structure visuelle avec le test VESS que certains d'entre vous connaissent. On a évalué l'infiltration de l'eau dans le sol avec l'indicateur Birkan. Donc là, on versait des bouteilles d'eau dans un cylindre donné et on mesurait le temps pour infiltrer. Et donc, en tout, ça correspondait à une pluie de 100 mm qu'on infiltrait. Et on mesurait aussi la stabilité des agrégats. Donc pour ça, on prélevait des agrégats soit en surface, sur 0,2 cm, soit en profondeur, sur 5-10. Et on regardait comment ils se comportaient dans l'eau. S'ils se désagrègent, ils ne sont pas stables. S'ils restent tels quels, ils sont stables. Pour la dynamique du carbone, on évaluait l'indicateur POX, qui correspond au carbone labile. Donc, en gros, c'est ce qui sert à nourrir les organismes du sol. C'est le carbone qui est facilement dégradable. On a évalué aussi la respiration microbienne du sol, donc le dioxyde de carbone qui est émis pendant 24 heures par le sol. L'activité de dégradation de la mésofaune et de la petite macrofaune du sol avec l'indicateur bêta-lamina, donc c'est des languettes qui sont remplies d'un substrat qu'on incube dans les sols pendant une dizaine de jours. Donc c'est un substrat à base de cellulose et après on vient regarder à quel point ça a été dégradé. Pour le cycle des nutriments, on faisait un nitrachèque, donc pour avoir une idée de la quantité de nitrates dans le sol. Et on utilisait aussi des membranes qu'on incubait pendant une dizaine de jours qui miment l'action des racines, dans le sens où elles sont chargées d'ions et elles échangent les ions avec la solution du sol. Et après, par extraction, on a envoyé ça au labo et on a pu savoir les nitrates et les phosphates disponibles dans le sol. Donc ça, c'est un petit tableau pour récapituler. Tous nos indicateurs BioFuncTool, donc 2 fonctions du sol qui sont là, avec différentes profondeurs. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on n'a pas le temps. On a aussi mesuré des indicateurs des propriétés physico-chimiques plutôt classiques avec des analyses de sol qui vont nous donner le pH, pourcentage de MO, la CEC.
Et nous, on a aussi mesuré la densité apparente sur 5 cm, l'humidité de nos sols, et on a fait un petit calcul pour avoir le rapport hémo sur argile. Pour les analyses stats, je ne vais pas trop m'attarder, mais en gros, on a fait des stats. On a fait des analyses multivariées qui nous ont permis de fabriquer un indicateur unique de santé du sol qui agrège en fait tous les autres indicateurs. Donc c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et cet indicateur-là, il varie entre 0 et 1, 1 étant la meilleure note. Et donc, si vous avez bien compris, pour avoir 1, il faut avoir la meilleure note pour tous les indicateurs par rapport au reste du groupe. Juste pour avoir une idée de comment ça marche. Et après, donc, on a fait des modèles statistiques pour voir s'il y avait des différences significatives pour cet indicateur unique, mais aussi pour tous nos indicateurs pris un par un. Donc, les résultats. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des propriétés physico-chimiques. Donc, la densité apparente, elle est significativement différente dans nos modalités. Donc, on voit qu'en MSV sans travail du sol, on a des sols qui sont 1,6 fois moins denses sur les 5 premiers centimètres que la modalité de référence. On a la modalité TR qui est entre les deux. Et ça, on l'explique parce qu'on est sur les 5 premiers centimètres, c'est en surface, et qu'il y a des apports organiques qui sont toujours faits en surface. Du coup, ça fait un horizon organique au bout de quelques années qui est très léger et donc moins dense. Et aussi, on l'explique par le fait qu'il y a une bonne activité biologique qui maintient une bonne porosité. Au niveau du pH, on n'a pas vu de différence. Il y avait une légère tendance à la baisse du pH avec les MSVNT, mais rien de significatif. Et il faut se rappeler qu'on est dans des sols très alcalins qui ont des pH entre 7,7 et 8,6, donc aussi avec des forts pouvoirs tampons. Au niveau des taux de MO, là c'est aussi significatif. On a la modalité MSVNT qui est plus riche en matière organique que la modalité de référence. Et pareil sur la CEC, et donc ça c'est logique parce que la capacité d'échange cationique elle dépend de la quantité de matière organique. Plus on a de matière organique, plus on retient les cations. Et c'est aussi logique parce que dans les modalités MSVNT, c'est là où il y avait le plus d'apports et des apports avec des indices de stabilité des matières organiques qui étaient assez élevés. Donc ça fait son taf, ça augmente rapidement les taux de matière organique. Et après, on a vu l'humidité aussi qui était meilleure dans la modalité MSVNT par rapport à la modalité de référence. Et donc ça, on l'explique parce qu'il y avait toujours un paillage, donc ça évapore moins. Et aussi parce qu'on a un taux de matière organique qui est plus élevé, et on le sait tous, la matière organique, ça retient bien l'eau. Et on avait donc dans tous les cas la modalité TR qui est intermédiaire, qui n'est pas significativement différente ni d'une modalité ni de l'autre, qui est entre les deux. Donc là, voici nos indicateurs, le fameux indicateur unique là, dont je vous parle, de santé des sols. Et donc, on l'a découpé en différentes fonctions. Donc en bleu, ça c'est maintien de la structure. Ça, c'est le dynamique du carbone, et ça, c'est cycle des nutriments. Et donc, on a fait, donc là, ça, c'est la note globale. Donc, on voit que chaque modalité est significativement différente l'une de l'autre. MSVNT ayant un sol en meilleure santé que MSVTR et que REF. Et puis, on voit aussi qu'il y a des différences importantes au niveau du dynamique du carbone qui suivent la même tendance. Donc, MSVNT est meilleur que TR et meilleur que REF. Et donc, je vais vous présenter... on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va parler déjà de la dynamique du carbone. Donc, l'indicateur POX, donc ça, c'est le carbone labile. Il était plus élevé dans les modalités MSVNT par rapport à TR, par rapport à REF. Alors, c'est presque différent significativement. On a une p-value de 0,08. Donc, on peut quand même en parler. Et donc, ça veut dire concrètement que s'il y a plus de carbone labile, il y a plus de nourriture pour la vie du sol. Et donc, la vie du sol, après, elle est impliquée dans plein d'autres processus, elle va faire de l'agrégation, etc. Et donc, c'est ça un peu qui est à la base. Et on le voit très bien, vous ne le voyez peut-être pas très bien, en fait, de là où vous êtes, mais là, on a une partie de notre tableau de corrélation. Donc, ça, c'est les corrélations significatives entre les différents indicateurs. Et POX, de carbone labile, il est très bien corrélé avec à peu près tout. Voilà, ça, c'est très important. Le carbone labile, il est à la base et ça va permettre après d'avoir un impact sur tout ce qui est structure et nutriments. Ensuite, au niveau de la dégradation des matières organiques, là on voyait que dans les deux modalités MSV, que ce soit en TR ou en NT,
la matière organique est dégradée plus rapidement que dans la modalité de référence. Et ça, on l'explique par le fait que les organismes ils sont plus actifs, parce qu'on les perturbe moins et parce qu'ils ont à manger, parce qu'ils sont protégés avec une couverture du sol. Et on voit que même quand il y a des outils aidants, donc dans la modalité TR, eh ben, on a quand même une bonne dégradation des matières organiques, donc ça veut dire qu'il y a quand même une activité biologique qui est intéressante. Au niveau de CITURESP, donc la respiration du sol, là on n'a pas vu de différence dans nos différentes modalités. On a vu qu'il y avait une grande variabilité de mesures dans la modalité MSVNT. Si je parle maintenant de la fonction du maintien de la structure, donc on a fait des tests Bech. Alors attention, pour ceux qui connaissent le score VES, en général, 1 c'est la meilleure note, 5 c'est la moins bonne note. Nous, on a normalisé, agrégé tous nos résultats, donc on voulait que dans tous nos indicateurs, plus la note est élevée, mieux c'est. Donc ça va peut-être vous retourner le cerveau. Mais donc en gros, c'était enfin, 3,9 c'est meilleur que 3,2. Ça, c'est des moyennes. En faisant les stats, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Donc on n'a pas une meilleure structure, enfin la structure est similaire, quoi. Et donc ça nous a un peu étonné quand même, parce qu'on s'est dit, bon, il y a plus de matière organique, enfin voilà, il devrait y avoir quand même une structure un peu meilleure. Et donc on s'est référé au ratio hémo sur argile. Et donc on voit que le ratio hémo sur argile, il est aussi similaire. Parce qu'il y a des travaux qui ont montré que le ratio hémo sur argile, il est corrélé à la structure du sol. Donc plus on a d'argile, plus il faut beaucoup de matière organique pour avoir une bonne structure. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, dans nos modalités, on avait plus d'argile dans nos modalités MSVNT. Donc en fait, pour avoir une structure équivalente, il faut plus de MO là-dedans. Donc c'est peut-être ce qui explique qu'on ne voit pas de différence significative dans notre structure du sol. Après, au niveau de l'infiltration de l'eau, là on a vu des différences très significatives. Donc on a les deux modalités MSV qui infiltrent 7 et 14 fois plus rapidement que la modalité de référence, donc ça c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire concrètement qu'on peut rentrer plus facilement sur les parcelles, qu'on a des fenêtres de tir plus importantes, qu'on a moins de risques d'inondation, d'érosion, qu'on peut peut-être mieux gérer l'eau. Donc ça c'est important. Et ça on l'explique aussi parce qu'il y a une bonne activité biologique qui fait beaucoup de porosité et que cette porosité elle est connectée parce que c'est de la porosité biologique, donc ça fait que l'eau elle s'infiltre bien. Et au niveau des agrégats, là, on a vu que dans toutes nos modalités, nos agrégats ils étaient super stables. Ils étaient très stables à l'érosion hydrique. Donc, on n'a pas vu de différence significative. Ça, on l'explique peut-être par le fait qu'on est dans des sols calcaires. Le calcaire, ça fait un ciment. Dans le complexe organo-minéral, il y a le calcaire qui vient agréger. Et donc, ça peut expliquer ça explique qu'on ait une très bonne stabilité dans tous les cas. Et on a juste vu que la stabilité sur 5-10 cm en MSV-NT, elle était aussi bonne que dans les 0,2 cm, alors que les autres ont tendance à être un peu moins bonnes. Mais encore une fois, là, il n'y a rien de significatif. Pour les nutriments, au niveau des nitrates, on n'a vu aucune différence significative. Et ça aussi, c'est étonnant parce qu'on a quand même des taux de matière organique qui sont plus importants. La matière organique, c'est 5% d'azote. On s'est dit, bon, on devrait peut-être retrouver plus d'azote dans les modalités MSVNT. Donc on s'est dit, bon, si on a parlé d'azote, c'est peut-être que ça ne minéralise pas bien. Mais l'humidité était meilleure en MSVNT. Ce n'était pas non plus asphyxié, c'était humide. Donc c'est des bonnes conditions pour la minéralisation. Et on a aussi fait des relevés de température quand on a fait notre terrain. Et on n'avait pas de différence significative dans les températures. Donc on écarte cette hypothèse. Et donc l'hypothèse, ce serait plutôt que les apports qui sont souvent très carbonés dans ces modalités-là conduisent à une immobilisation de l'azote. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup d'azote, mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de carbone, les organismes du sol, ils utilisent vachement cet azote pour dégrader la matière organique. Donc c'est ce qu'on appelle une immobilisation d'azote. Donc ça, c'est avec un point d'interrogation, il faudrait faire un suivi plus dynamique et plus centré sur l'azote pour valider cette hypothèse. Et là, quand on regarde au niveau de ce qui a été échangé, les nitrates, on a la même chose. Donc pas de différence significative. Donc ça dit, bon, peut-être faudra qu'on aille creuser côté de l'azote, peut-être qu'il y a une immobilisation, à voir. Peut-être qu'il faudra aussi mesurer d'autres indicateurs azotés.
Au niveau des phosphates, on ne voit pas de différence. On s'est dit, bon, là, ça serait peut-être intéressant de regarder du côté des mycorhizes. Si on travaille moins le sol, peut-être que ça mycorhize plus. Peut-être que la nutrition azotée, elle ne se fait pas dans la solution. La nutrition phosphatée, elle ne se fait peut-être pas par la solution du sol. Donc, c'est des questions ouvertes. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, du coup, ça, c'est la première étude à notre connaissance qui a cherché à évaluer la santé des sols dans des pratiques MSV en situation de production. Et donc, avec cette première étude-là, on voit que dans des systèmes qui sont pourtant pas très vieux, on a mis le curseur à minimum de 3 ans de pratique, on voit quand même des différences significatives avec une santé du sol qui est meilleure quand il y a une couverture du sol et des apports plus importants et quand il y a un travail du sol qui est plus réduit. Donc, on avait du coup une meilleure santé du sol en MSVNT. La modalité MSVTR étant toujours intermédiaire, même parfois équivalente selon certains indicateurs. On voit que ces différences, elles ont été surtout expliquées par la dynamique du carbone qui est bien meilleure et aussi un peu par le maintien de la structure. Et au niveau des cycles des nutriments, il n'y avait pas beaucoup de différences. Et donc ça nous sert à quoi? Ça nous sert à dire ça a un intérêt en fait de continuer à travailler, à développer ces techniques-là parce qu'il y a un vrai bénéfice sur la santé des sols. Mais sans pour autant dire il faut tous se lancer dans ces pratiques-là parce qu'il n'y a pas que la santé des sols dans la vie. Il y a le maraîchage, il y a le sol vivant, il y a le maraîchage aussi. Mais en tout cas, il y a intérêt à essayer de développer des techniques. Et dans certains cas, quand c'est difficile techniquement de mettre en place l'arrêt du travail du sol, la réduction du travail du sol, elle offre quand même des avantages intéressants. C'est quand même souvent mieux dans la globalité, c'est mieux que le système de référence. Donc c'est intéressant. Après, c'est une seule étude sur 9 parcelles. Dans un contexte pédoclimatique donné, il faudrait faire plus d'études de ce type-là pour confirmer, affirmer, affiner nos résultats. Et nous, on aimerait bien aussi qu'il y ait quelque chose peut-être de plus poussé sur l'azote. On se dit qu'il y a quand même peut-être des choses intéressantes à suivre sur l'azote et sur l'eau, parce qu'on voit quand même ça infiltre vachement plus, les sols ils sont plus humides, on est dans un contexte de changement climatique. Bon, il y a peut-être intérêt à voir comment se comporte l'eau dans ces sols-là et comment on peut l'utiliser à bon escient en tant que producteur-productrice. Et après, il y a la santé des sols d'un côté, mais aussi il faudrait mettre ça en lumière des performances technico-économiques parce que c'est pas uniquement la santé des sols qui vous fait prendre vos décisions en tant que maraîcher, maraîchère. Donc voilà, vous pouvez trouver plus d'informations sur cette étude sur notre site parce que ça a été un petit peu rapide. Et du coup, je tenais à préciser que cette étude, c'est Aya Ménard qui a fait son stage à la DAF avec nous, qui l'a menée à bien, même très bien. Donc c'était pour la remercier et aussi pour remercier les financeurs qui ont financé ça et les maraîchers et les maraîchères qui ont bien voulu mettre leurs parcelles à disposition. Merci Amandine. Donc on va continuer immédiatement avec la seconde intervention avec on sort un petit peu du cadre national, on va du côté de la Suisse avec Ophélie qui va nous parler de matière organique et de maraîchage, des taux forts de matière organique, l'utilisation de rouleaux Orbis. Et nous aurons un petit temps de questions-réponses à l'issue de 2 présentations sur les sols et les taux de matière organique dans les sols à l'issue de la présentation d'Ophélie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Je suis Ophélie Sauzet, je suis enseignant-chercheur dans une université où on forme des ingénieurs agro, notamment à Genève. Et je suis là notamment parce qu'on a une étude avec 2 personnes qui sont ici, 2 étudiantes de l'université de Lausanne qui sont ici, et parce qu'on a été appelés avec Xavier Duplat de l'UNIL, donc l'université de Lausanne, et Léo Truglia de la Chambre d'agriculture du Rhône, pour faire une étude sur les sols maraîchers du Grand Lyon. Voilà, donc c'est pour ça que la relation franco-suisse se passe plutôt pas mal de ce point de vue-là. Et je vais présenter donc le travail de ces 2 étudiantes qui sont là, et vous pourrez leur poser des questions à la pause.
donc déjà un petit peu le titre de la présentation, c'est la matière organique en maraîchage. Est-ce que les taux sont au top? Donc cette question-là, c'est pas nous qui avions envie d'y répondre, elle est venue des producteurs. Hein. C'est pour ça qu'on a fait cette étude. Donc de quoi on parle quand on parle de matière organique déjà? C'est l'humus. Hein. Donc c'est tous les résidus végétaux et animaux décomposés, condensés en humus, intimement liés à la matière minérale. Hein. Donc je ne parle pas de la petite couche de compost que vous mettez en surface. Hein. C'est vraiment ce mariage-là avec tout ce qui est minéral dans le sol, donc vos argiles, vos limons, vos sables. À savoir que près de 60% de carbone, que dans la matière organique, il y a près de 60% de carbone organique. Le reste, c'est de l'azote, des nutriments, etc. Et j'aime bien mettre aussi la petite conversion avec le tonne de CO2 équivalent parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat là tout de suite. Il y a le lien avec le rôle du producteur dans le stockage du carbone dans les sols. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais une tonne de carbone organique, c'est 3,66 tonnes de CO2 équivalent. Donc, je ne suis pas là pour faire un cours, mais vous savez très bien que quand la plante meurt, après avoir rejeté son O2 pendant la vie, son dioxygène, elle va ramener le carbone de l'atmosphère dans le sol via la photosynthèse. Et c'est via ce processus qu'on a du carbone dans le sol. Et ensuite, ce carbone, il va soit se minéraliser pour apporter les nutriments dont vous avez besoin aux plantes, ou alors, se stocker et se marier à la matière minérale de votre sol par le processus d'humification. Et c'est ça qui vous donne de l'humus dans votre sol. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a un lien entre la teneur en matière organique dans votre sol et la fonction que vous attendez de votre sol. Donc, par fonction, on peut entendre toute la liste qui est là, c'est-à-dire la porosité, l'aération, la portance, et aussi, donc ça c'est plutôt ce qui est physique, et puis tout ce qui est biologie, biodiversité, etc. Ça, je pense que tout le monde avait déjà l'intuition de ça, mais ça a été démontré. La règle, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, mais de more is better, en gros, on entend que plus il y a de matière organique dans le sol, vu que c'est linéaire, en principe, mieux ce serait pour les fonctions assurées par le sol. Mais ça ne satisfait pas les producteurs parce qu'on ne peut pas leur dire, ils veulent des seuils. Enfin, on ne peut pas dire allez-y, allez-y, parce que d'un point de vue agronomique, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, hier, dans un atelier, on avait la question, mais où est-ce qu'on s'arrête en fait en teneur en MO? On pourrait en mettre jusqu'à 6-7% de matière organique dans son sol, voire plus. Donc, l'idée, c'était de produire des seuils par rapport à ça. Et aussi, parce que ça ne fait pas de sens agronomique de faire le plus, c'est le mieux. Et parce que, en fait, il n'y a pas de... Enfin, les fonctions, c'est OK, mais nous, on cherche plutôt à avoir une qualité globale de sol, une santé de sol qui ne se résume pas forcément à une ou plusieurs fonctions, mais à quelque chose de plus global. Donc, justement, qu'est-ce qu'on entend par qualité de sol, hein? C'est l'aptitude d'un sol à fonctionner. En tout cas, c'est nous, comme on l'entend dans notre laboratoire de recherche. Donc, c'est-à-dire à remplir toutes les fonctions qu'on attend de lui ou qu'on n'attend pas de lui, hein, mais pour qu'il fonctionne bien. Et un des parents pauvres de la qualité du sol, actuellement notamment dans la recherche, c'est la qualité physique du sol. Donc, c'est-à-dire, en gros, la structure du sol. On va beaucoup parler de biologie, de vers de terre, mais la physique, souvent, on l'oublie. Pourtant, elle est très importante dans les transferts d'eau et d'échanges gazeux dans votre sol. Elle est très importante parce qu'on a besoin de cette fonction-là pour qu'il y ait le rôle d'éponge du sol, de réservoir. Elle est très importante parce que si vous avez un bon gîte et un bon couvert avec la matière organique, vous avez aussi un habitat pour la faune, le biota, et pour les micro-organismes. Pour vos racines, c'est fondamental. Et pour la stabilité de la structure, on attend qu'elle soit bonne pour que vous n'ayez pas d'érosion et de compaction dans votre sol. Donc la qualité physique, c'est, quand on veut la définir, c'est en gros en lien avec la structure du sol. Donc c'est le mode d'assemblage à un moment donné des constituants d'un sol. Donc c'est différent de la texture étant plutôt la proportion d'argile, limon, sable. Donc la structure, c'est quelque chose de très dynamique.
contrairement à la texture que vous ne pouvez pas changer. La structure, bah, vous passez à votre tracteur avec une récolteuse à betterave, par exemple, un instant avant et après, vous avez une différence globale de structure, mais pas de texture. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. Oui, je me doute. Alors, je peux peut-être aller vite. Du coup, pores structuraux, pores texturaux. Là, en fait, on a deux types de porosité dans les sols. Si vous prenez à échelle grossière, vous avez les gros pores, en gros les structuraux, qui sont les fissures, les pores de vers de terre, etc., qui sont souvent supérieurs à 10 micromètres. Et tous ceux qu'on ne voit pas à l'œil, c'est ce qu'on appelle surtout les pores texturaux ou plasmiques, où là, vous avez presque besoin d'un microscope, en gros, pour les voir, mais qui sont fondamentales pour vous. Enfin, pour nous aussi. Un des outils pour regarder tous ces types de porosité, la grossière et la fine, c'est le test Besch. Donc, il y a plusieurs façons de faire des tests Besch. Mais en gros, là, à gauche, vous avez une belle pâte d'amande. Donc, en gros, ça, c'est pas souhaitable. C'est des notes VES de 5, si on prend la méthode VES, mais il y a d'autres méthodes. Et à droite, vous avez plutôt du couscous. Donc, c'est ce qu'on attend d'un sol qui fonctionne bien, pour faire simple et rapide. Nous, à EPIA, on a développé avec l'INRA on a développé une fiche, mais qui fait suite à une méthode VES qui est universelle, où il y a, donc selon certains critères, donc l'apparence des mottes, la taille des mottes, est-ce que les racines pénètrent, est-ce que la porosité est visible ou pas, vous avez des photos pour vous aider. Et ça permet de donner une note entre 1 et 5. Ça, vous connaissez aussi, je vais vite. Voilà, 3, voilà. Le profil cultural, c'est complémentaire parce que en fait, vous avez une vision un peu plus profonde du problème. Vous pouvez avoir une note très bonne, vous me dites comment une note très bonne au-dessus, donc par exemple de 2, une belle note VES, et puis qu'en dessous, il y a une couche qui rompt le transfert d'eau et qu'on l'ait loupé. Donc c'est un peu bête. Donc l'idée, c'est de faire un profil cultural en complément, si possible, pour voir si la verticalité des transferts se fait bien. Ça, vous avez un atelier cet après-midi avec ça. Donc, pourquoi je parle de tout ça? C'est que du coup, on a voulu mettre en lien la quantité de matière organique dans les sols, puisque c'est un indicateur que vous avez tous sur vos analyses de sol en principe. Enfin, en tout cas, en Suisse, c'est obligatoire de les avoir. Donc, voilà. Tous les 10 ans, ils sont obligés de faire des analyses. Et la qualité physique de votre sol. Quel est le lien entre les deux? Donc, il y a une étude importante qui a été menée par Johannes et Boivin et tous ses collègues en 2017 qui a permis d'établir des seuils. Donc là, tous les points que vous avez, c'est des parcelles agricoles en grande culture. Attention. Les couleurs, en gros, c'est pour dire que les verts, c'est des prairies, les bleus, c'est du no-till, et les rouges, c'est des labours. Très simplifié comme étiquette, hein. Chaque droite représente la moyenne des notes VES. Donc, par exemple, score 3, c'est la droite orange que vous voyez. Et le ratio matière organique moyen de cette note VES, c'est 17%. Donc, ce graphique, il nous dit quoi? Il nous dit que la qualité de la structure et le ratio émotion-argile sont a priori proportionnels, en tout cas dans le cadre de cette étude où il y avait, je ne sais plus combien de points, mais de nombreux points. Et qu'il faut plus de MO, hein, vous voyez en ordonnée vous avez la matière organique, pour atteindre la même qualité structurale lorsque la teneur en argile augmente. Par exemple, si je suis à 20% d'argile et que je veux atteindre la droite orange qui est le minimum que vous devriez avoir comme structure dans votre sol, eh bien, il vous faut moins de matière organique que si vous avez 25% d'argile pour rejoindre la droite. Voilà. Ça, vous connaissez aussi. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Hein. Donc, plus il y a d'argile dans un sol, plus il faut de MO. Donc, le ratio de 17%, c'est une condition nécessaire pour un sol de bonne qualité d'après cette étude. Donc, ça vous garantit une meilleure résistance de la structure et une régénération plus rapide de votre sol. Attention, ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, quand vous faites un test Besch, ça ne soit pas compacté. C'est juste que ça vous empêche d'être vulnérable. C'est-à-dire que si vous compactez, que votre VES est de 5, mais que vous avez un ratio matière organique sur argile élevé, et ben en théorie, vous devriez vous en remettre plus rapidement. Mais ça reste un indicateur de moyen terme, puisque la MO, vous êtes d'accord, on ne va pas la mesurer tous les ans ou tous les mois dans votre sol. Ça évolue lentement. Donc là, c'est un exemple sur Genève, mais vous connaissez peut-être. Je passe à l'étude de nos deux étudiantes qui ont travaillé donc pour le coup en sol maraîcher. Pourquoi?
Parce que le ratio matière organique sur argile, déjà, il est valable. Enfin, il est valable. Il a été conçu en contexte de grande culture et sur des gammes de textures, donc en termes de teneur en argile, oui, merci, entre 12% et 52%. Donc on avait toujours la question de la part des producteurs, notamment maraîchers, mais qu'est-ce que vous faites des maraîchers? C'est un autre contexte, on travaille différemment notre sol, on le sollicite plus souvent, la rotation est plus intense, on met plus de matière organique des fois que les producteurs en grande culture, et puis en plus les textures sont parfois un peu plus sableuses, parce qu'on est près des villes, des alluvions, etc. Donc on s'est dit, ok, ben, prenons notre bêche, prenons nos analyses matière organique, et allons voir si on retrouve les mêmes choses. Ça, vous ne saviez pas, par contre. Non. Alors, est-ce que donc, les Noémie et Julia qui sont ici, elles ont travaillé sur 2 points. Est-ce que ces seuils de ratio hémo sur argile développés en Suisse et en grande culture sont applicables au contexte maraîcher lyonnais? Donc, il y en a une qui s'est occupée de savoir comment on pouvait évaluer la qualité physique des sols en maraîchage. Est-ce qu'on utilise encore le test à la bêche ou pas, etc. Et la deuxième s'est occupée de la quantité de hémo à atteindre pour garantir la qualité physique des sols. Donc, c'est un bon mariage de travail. Donc, on a travaillé en printemps 2024 dans le Grand Lyon sur 104 parcelles, 77 exploitations. Ce n'est pas du tout spécifique au MSV. Hein. Vous voyez là, on a les différentes catégories. Il y a du bio, du conventionnel raisonné, du MSV, mais je peux rester quand même. On a prélevé des échantillons non remaniés. Donc, ça consiste, vous voyez, à planter ces petits préleveurs qui conservent la structure. Donc, on peut ramener un petit bout de votre parcelle chez nous au laboratoire pour faire des analyses physiques plus poussées que le test à la bêche, entre guillemets. Mais il faut un équipement particulier qu'on n'a pas. Enfin, il faut des balances, hein, c'est pas aussi compliqué que ça, mais bon. Voilà, et ça nous a permis de mesurer la réserve d'eau facilement utilisable, qui intéresse beaucoup, le corvès, donc ça c'est une tiste à la bêche, mais adaptée au petit échantillon, le teneur en air et en eau, donc en gros les gros pores, si je résume vraiment, qui permettent l'infiltration, et les petits pores qui permettent la réserve et la rétention. La densité apparente, donc ça c'est l'inverse de la porosité totale de votre sol, la stabilité des agrégats, et les analyses chimiques, bien sûr, comme la hémo, la texture, donc argile, sable, etc. Voici quelques photos pour illustrer. Hein. Donc là, une photo de test à la bêche. Donc on avait par exemple des structures, vous voyez, très anguleuses, très fermées dans certains endroits. À gauche, ici. C'est vrai que la droite, elle est impressionnante aussi. Voilà, elles pourront vous expliquer le contexte. Donc, on avait vraiment des exploitations très variées. Il y avait des champs de poireaux sur plusieurs hectares et puis des petites exploitations. Enfin, il y avait vraiment de tout. Le but, c'était justement d'avoir une diversité des situations maraîchage pour pouvoir en déduire des ratios moyens pertinents. Et là, c'est des mesures en laboratoire. Donc, comme vous pouvez le constater, on est dans des textures qui sont en moyenne de 15% d'argile. Donc, les maraîchers souvent nous disent qu'ils se retrouvent un petit peu dans cette texture-là, même dans d'autres contextes géographiques. 16% d'argile, beaucoup de sable. Et le hémo sur argile qui est de 15% en moyenne. Hein, on arrive à du 42%, donc ça c'est peut-être un individu. Voilà. Mais en gros, 15%, donc on serait en dessous du ratio de 17%. Donc en théorie, un risque élevé de structure dégradée. Mais le pH, par contre, il est en moyenne de 7, donc par rapport à la littérature, c'est à peu près OK, sauf celui qui a 5.1. Par exemple, là, il y a un risque de destruction de la structure lié à l'absence de basicité dans le sol, pas au fait qu'il y ait peu de matière organique. On a mesuré le petit test à la bêche. Le deuxième, c'est en gros la porosité grossière qui permet l'infiltration. La troisième, c'est la porosité toute fine qu'on ne voit pas à l'œil qui permet la rétention et la réserve en eau. Et la quatrième, c'est la porosité totale. Donc ça, c'est des indicateurs, attention, qui peuvent varier très vite. Mais nous, on a la chance d'avoir un grand nombre de parcelles, donc on peut en déduire des tendances. Pour la qualité de la structure, je vous rappelle, 1, c'est très bien, couscous, 5, c'est moche, pâte d'amande. Donc en gros, tous nos échantillons, donc sur nos 104 parcelles, ils ont en une moyenne une note de VES de 3.1. Vous voyez, il y a quand même une assez bonne distribution, mais centrée sur le 3. Donc on est
moyennement satisfait parce que c'est là où il y a le point de bascule entre une bonne et une mauvaise. Donc, c'est-à-dire que les racines, elles ont quand même un petit peu de difficulté, mais ça va. Ça ne met pas en péril, hein, si je peux résumer, la production de biomasse qu'on attend, de culture qu'on attend de nos sols. La porosité structurale, ici, donc celle qui est grossière, elle est dans le tableau là A-100. Et en moyenne, elle est de 0,13, sachant que la théorie attend 0,07 cm3 par gramme. Donc, on est assez satisfait de ça, mais il y avait quand même un certain nombre de sols qui avaient peu d'aération et peu d'infiltration. C'est pour ça qu'on voyait ces flaques, par exemple, sur la parcelle que je vous ai pris en photo, là, qui était impressionnante. Donc là, typiquement, ça devait être celui, je n'ai pas vérifié, mais celui qui avait 0,03 de teneur en air. Et pardon, pour la réserve en eau, en gros, on avait là une situation globalement acceptable, mais qui restait à améliorer puisqu'on n'avait que 25% d'eau en moyenne à capacité au champ dans les sols, donc au moment où le sol est ressuyé, ce qui est pas très satisfaisant non plus. Donc, on n'a pas... Donc la porosité totale aussi nous permet de dire qu'on n'a pas de compaction généralisée à l'échelle du territoire du Grand Lyon dans les sols maraîchers. On a quand même une grande diversité, hein, mais vu la texture qu'on a qui est assez grossière, sablo-limoneuse, limono-sableuse, la densité apparente qu'on obtient, elle est globalement satisfaisante, mais vraiment peut mieux faire. Donc ça, c'était pour la partie diagnostic. Et ensuite, on a voulu donc voir si les ratios qui étaient proposés par le milieu des grandes cultures dans des textures un petit peu plus fines que ce qu'on a nous dans le Grand Lyon étaient valables. Donc là, on a repris, donc là, c'est tous nos prélèvements, les prélèvements des filles. Donc les verts, c'est les bonnes structures, les parcelles qui ont une bonne structure. Les rouges, c'est les mauvaises structures. Et les oranges, c'est les structures moyennes, donc de score 3. Donc on a tracé aussi les droites qui représentent la moyenne des états structuraux de moyenne qualité, donc les 3 par exemple en orange. Et on voit que, donc ça c'est ceux d'Alice, pardon, en orange, ceux d'Alice Johannes, donc le 17%. Et en bleu, c'est ce qu'on a obtenu, nous, dans... Non, je l'ai fait l'inverse, pardon. Donc le bleu, c'est ce qui devrait y avoir en théorie, et le orange, c'est ce qu'on a obtenu, nous, dans le Grand Lyon. Donc c'est qu'on a décalé un petit peu la droite vers le bas, donc on attend un petit peu moins des producteurs maraîchers pour un même état de structure, de matière organique, que ce que dit la théorie de Johannes. Alors ça peut s'expliquer par différentes choses qu'on est en train de tester. Par exemple, est-ce que c'est lié à une différence de texture, puisque notre texture est un peu plus grossière sur le Grand Lyon? Est-ce que c'est lié au fait qu'au maraîchage, on est vraiment dans un système de perturbation qui est complètement différent? Ça, c'est quelque chose qu'on va investiguer. Mais en gros, retenez qu'on a tendance à être moins exigeant en maraîchage qu'en grande culture, d'après ce travail préliminaire du point de vue de ce ratio. Après, on a fait un petit lien avec les pratiques et je vais finir là-dessus. Donc, on a l'habitude, quand on fait des diagnostics au champ, de diviser selon 3 piliers les questionnaires agricoles. Donc là, ils étaient assez limités parce que, par faute de temps, et voilà, ce n'était pas l'objectif de l'étude non plus. Donc, on demande des informations sur l'intensité végétation, c'est-à-dire est-ce qu'en gros, il y a des couverts dans la rotation? Est-ce que le sol est toujours couvert? Est-ce qu'il est bien réussi, etc. Donc là, on a résumé en planche permanente ou non, ou en pratique. Alors, j'aime pas du tout ces étiquettes-là, mais bah, voilà, je les ai mises quand même. En gros, conventionnel raisonné, MSV ou bio. Ensuite, on a regardé un petit peu l'intensité organique, c'est-à-dire est-ce que les producteurs mettaient ou pas des apports plutôt amendants réguliers ou pas. Et l'intensité mécanique, est-ce qu'ils avaient tendance... On a pris en gros une des opérations les plus agressives qui est le labour, même si je ne suis pas contre le labour quand il y en a besoin, il n'y a pas de problème, mais on a pris cet angle-là pour évaluer l'intensité mécanique. Donc ce qu'on peut constater, c'est que, et ça peut être intéressant pour vous, c'est qu'en MSV, c'est sûr qu'on avait moins de points par rapport à donc, tous les points verts. Vous voyez, c'est les points en MSV. Les violets, c'est en conventionnel raisonné. Les oranges en conventionnel tout court et les bio en bleu.
Donc, si on se prend la porosité totale, par exemple, enfin la densité apparente, par exemple, donc plus elle est basse, mieux c'est, parce que ça veut dire que vous avez plus de porosité, et bien le MSV se dégage un petit peu, même s'il n'y a pas beaucoup d'individus, par rapport aux autres. Donc, plus de porosité totale. Pour ce qui est de ceux qui ne font pas de labour aussi, c'était assez positif et même significatif sur l'influence sur la porosité totale. Pour les planches permanentes, il y avait aussi une tendance à avoir une meilleure densité apparente, donc plus basse, pour ceux qui en faisaient. Et pour les apports de matière organique réguliers, effectivement, une différence significative sur la porosité totale aussi. Je pense que ça ne vous surprend pas spécialement, mais c'est rassurant. Et on a aussi ces résultats assez encourageants sur le paramètre test à la bêche à l'échelle de l'échantillon et sur le paramètre réserve et rétention en eau. Un peu moins important, puisque vous voyez que c'est tout un peu plus lisse, hein, par exemple. Donc, je vous rappelle, réserve et rétention en eau, c'est la porosité très fine qui vous permet de retenir l'eau. Et là, le MSV, par exemple, se dégage pas très bien, mais un petit peu quand même vers le haut. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Donc pour conclure, les sols qu'on a étudiés dans le Grand Lyon, donc les sols maraîchers, sur la centaine de parcelles qu'on a traitées, elles ne sont dans l'ensemble pas compactées, même s'il y a des cas très sérieux qu'il faudrait traiter au milieu de tout ce set de données. Mais la structuration reste insuffisante. C'est pour ça qu'on a un ratio MO sur argile qui reste quand même faible, 15%, et des notes de test à la bêche de 3,1, donc pas très satisfaisant. Donc, par contre, ça nous a permis de repérer des parcelles qui ont des résultats super encourageants, alors que ce soit MSV ou pas, hein, on a trouvé des bons points un peu partout. Et c'est eux qu'on va cibler avec la Chambre d'agriculture pour voir pourquoi ils s'en sortent aussi bien. Et ensuite, on va pouvoir, donc là on a plusieurs perspectives, notamment de valider ce nouveau seuil en contexte maraîcher ou pas, et de caractériser le type de matière organique qui est présent dans ces sols qui sont particulièrement sableux pour certains. Voilà, merci. Donc, on va avoir quelques minutes d'échange avec Amandine et Ophélie avec la salle. Donc, on va faire passer un micro. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. La parole est à vous. Qui est-ce qui veut se lancer? Allez, on a une question au premier rang. En réalité, j'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de ne pas maintenir le micro trop longtemps. Première question sur cette étude de MO, parce que j'ai eu un grand sourire au début, donc j'ai été un peu déçu sur un point, c'est-à-dire que vous nous avez parlé de seuil sur la matière organique, et puis en disant, voilà, cette idée linéaire, que plus on met de matière organique, meilleure est la structure du sol, n'est pas cohérente agronomiquement, et du coup, en voyant ça, je m'attendais à ce qu'on ait un seuil, en disant, voilà, à ce moment-là, on atteint un plateau, ou bien ça décline. Et on n'a pas vu ce seuil, et j'avais envie de dire, petit joueur pour les maraîchers étudiés, nous, sans Tuneb, on est à 200% en matière organique sur argile. Donc on est à des seuils qui sont déjà bien au-dessus. On se pose des questions sur, là, on a probablement franchi un seuil, mais on ne connaît pas ce seuil. Est-ce que vous avez vu, même si ce n'est pas significativement, des seuils qui semblent apparaître au-delà duquel c'est plus intéressant d'avoir encore de la matière organique? Merci pour votre question, parce que en travaillant en grande culture, on a 50 à 70% de pertes en matière organique, donc en maraîchage, surtout avec vous, j'ai plutôt les questions inverses, genre combien il faut que je m'arrête, quoi. Et là, effectivement, de toute façon, la question, ça ne va plus être le sol, parce qu'effectivement, il va y avoir après cette saturation en carbone de votre sol, en tout cas en théorie, c'est-à-dire que les argiles, elles ont un certain nombre de sites de fixation, et à un moment donné, si vous donnez trop de carbone, elles ne pourront plus le fixer. Donc, il va soit être lessivé, soit il va se minéraliser, etc. Mais je dirais que la réponse est plutôt à l'échelle de la plante à ce stade-là, parce que si vous mettez trop de matière organique, vous-même, vous le savez mieux que moi, il peut y avoir des déséquilibres en termes de nutriments ou d'acidité qui font que la plante, elle apprécie plus ou moins. En tout cas, nous, à Genève, on a une étude sur les jardins familiaux où ils y vont souvent.
je suis à du 22% de ratio, des fois, de matière organique argile, donc ce qui est quand même conséquent. Et là, il y a des déséquilibres au niveau des plantes et les plantes ne sont pas satisfaisantes, quoi. Donc je dirais, là, c'est une réponse plante. Je ne sais pas si... Pour l'instant, on ne constate pas particulièrement de déséquilibre. C'est peut-être lié aussi au type de matière organique qu'on apporte, à part des questions après sur le lessivage, surtout dans des contextes où on a des sols plutôt sableux. Est-ce que j'ai le droit de poser une deuxième question maintenant que j'ai le micro? Mais parfait. Et justement, en parlant de contexte de sol sableux, parce que vous avez fait une étude centrée sur la matière organique, est-ce que vous avez fait une corrélation avec le type de sol? Parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement des sols plus sableux, des sols plus argileux. Est-ce que vous avez un peu pondéré vos résultats de structure physique avec justement ces aspects-là? Puisqu'on sait que ça va faire varier autant, voire plus, que la quantité de matière organique en termes de texture de sol. Tout à fait. Alors, pour répondre à votre question, en global, comme vous avez vu, on a des sols qui sont quand même assez... Enfin, on n'a que 15% d'argile en moyenne, mais on a quand même sous-divisé les groupes avec les sols les plus sableux, donc c'est-à-dire vraiment 50-60% de sable et un petit peu de limon et de l'argile, voire plus de sable, et ceux qui sont un peu plus équilibrés en termes de texture, on va dire. Et ça nous permettra peut-être de réviser encore plus bas le ratio ou pas. Et surtout, vu qu'on n'attend pas beaucoup de matière organique dans un sol sableux, vu qu'il n'arrive pas en gros à le fixer, on va surtout se caractériser pour le coup sur la forme de la matière organique, comme vous dites, la qualité. C'est la bile, pas la bile, etc. Ça, c'est l'étape d'après. Voilà. Ophélie, oui, donc j'ai deux questions pour chacune des deux intervenantes. Donc, tu dis que tu vas, ou vous avez commencé des comparaisons, notamment avec la stabilité structurale. Et ma question est, et je suis toujours très surpris moi, de voir des choses où on compare des données analytiques qui sont relativement précises de laboratoire, et le test Bèche, etc., peu importe, hein, dont on peut quand même, je veux dire, prendre beaucoup de pincettes par rapport au seuil d'incertitude. Donc, du coup, je suis curieux de savoir, peut-être sur les meilleures situations, alors est-ce que c'est un projet de thèse suivante, mais en gros, quid de ces mesures de stabilité structurale, et en stabilité, c'est la méthode de Bissonnet. Ça, c'est la première question pour Ophélie. Et puis pour ta collègue, j'avais juste une question sur l'infiltration. Sur les tests d'infiltration qui sont présentés, pourquoi vous ne prenez pas le test à double anneau qui permet d'avoir une mesure un peu plus, on va dire un petit peu plus carrée, qui évite notamment toutes les fuites latérales? Et du coup, est-ce que c'est une histoire de... Parce que c'est vrai que c'est long le test double anneau, mais au moins on a quelque chose d'un peu plus, peut-être d'un peu plus solide en termes de présentation et de compréhension du drainage vertical. Alors je commence. Test à la bêche, c'est plutôt effectivement une approche visuelle de terrain, donc on n'a pas de chiffres très précis derrière. Mais l'avantage, c'est que c'est assez intégratif, c'est-à-dire qu'on voit tous les types de porosité et que c'est complémentaire à, par exemple, les mesures de laboratoire, on voit la porosité totale, etc., où on sait déjà que ça va être très lié aux constituants, alors que le corps VES, il peut être lié aussi directement le VES, au test à la bêche. On voit en plus des informations sur la pratique. Par exemple, quand vous regardez la forme des agrégats, ça, c'est pas une information que vous avez avec les mesures qu'on a fait au labo. Mais visuellement, vous, quand vous faites un test à la bêche, vous regardez si les agrégats ils sont ronds, pas ronds. Et ça, c'est une information hyper importante pour nous. Donc, on considère que c'est complémentaire, en fait. Et la stabilité des agrégats, ça, on l'a rajouté un peu à la fin. Donc, nous, c'est Camper et Rosenau, parce que c'est vrai qu'on est équipé avec ça. C'est pas le Bissonnet, mais bref, c'est une approche similaire. Et on l'a pris parce qu'en fait, en sol sableux, on anticipait déjà qu'il n'y aurait pas en fait un problème de structure. J'ai jamais entendu de producteur me dire « Oh là, mon sol sableux est compacté », quoi. Donc, on a anticipé que ce serait plutôt un problème non pas de structure, mais d'une autre fonction du sol, par exemple de réserve utile, c'est pour ça qu'on a fait la réserve utile, ou de stabilité de la structure avec des croûtes en surface, etc., ou peut-être de type de matière organique. En fait, on est parti du principe que pour les sols sableux, il se passait carrément une autre approche, il fallait avoir une autre approche.
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Du coup, pour ma part, le test dont vous parlez, je ne le connais pas, donc c'est une bonne raison pour ne pas l'avoir mis en place. Mais juste pour donner un peu de contexte, moi je ne suis pas chercheuse, mon métier c'est, je fais un peu de recherche, mais c'est de la recherche de terrain, donc je ne passe pas beaucoup de temps à lire de la biblio sur les méthodes. Et par contre, nous on a utilisé la méthode BioFunkTool parce qu'elle a été validée scientifiquement et qu'il y a eu des chercheurs qui ont fait ce travail-là avant nous et qui m'ont formé à faire ça. Du coup, ça m'a évité tout ce travail-là. Mais je suis curieuse du coup d'entendre parler de cette méthode après. Ouais. En fait, c'est une méthode extrêmement simple. Hein. Donc, le double anneau, c'est le même principe. La seule différence, c'est que c'est 2 anneaux qui s'emboîtent. Hein. Ah oui, oui, ok, pardon. Oui, je connais en fait. Le double anneau, je n'avais pas compris. Ouais, oui, au double anneau, c'est ça. Oui, et ben maintenant, ils sont en train d'améliorer. Oui, en effet, dans la méthode BioFunkTool, moi, quand j'ai été formée, on faisait un seul anneau. Et là, ils sont en train d'améliorer pour essayer de faire un double anneau. Ouais, ouais, c'est vrai. Nous, on ne l'a pas fait. On n'avait pas ça dans notre protocole et on n'a pas été équipé ni rien pour ça. Mais oui, on pourra le mettre en place une prochaine fois. Ouais. Parce que juste pour terminer, effectivement, moi j'ai fait ce genre d'expérience pour travailler sur des problèmes viticoles, donc d'érosion dans des sols qui étaient issus d'altérites marneuses. Et effectivement, on a toujours le souci de ces fuites qui peuvent être, surtout si le milieu est travaillé ou correctement travaillé, on a vraiment des fuites latérales et en fait on a des vitesses de transfert qui finalement correspondent à rien du tout. Donc le double anneau, en fait, il permet de lisser un peu, parfois de ralentir, parce qu'en fait, on mesure vraiment on va dire, je mets des guillemets quand même, une vitesse verticale constante. Voilà, mais en tout cas, c'est un peu plus fiable et c'est pas de la haute technicité. Hein, il faut juste les 2 doubles anneaux, c'est tout. Et du temps. J'avais mal compris, mais oui, je vois de quoi vous parlez. Bon, après, nous, dans les contextes où c'était travaillé, pour le coup, ça infiltrait vraiment très, très mal. Donc, je pense pas qu'il y avait... s'il y avait des transferts horizontaux, ça veut dire que c'était encore pire que ce qu'on a mesuré. Voilà, je sais pas après s'il y avait peut-être plus de risques qu'il y ait à l'inverse dans les sols MSV NT, que ça infiltre plus sur les côtés. Ça, je sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, sur l'eau, on a un sujet à creuser. Il faudrait aller au-delà du Birkan. Voilà, voir aussi dans le profil de sol comment ça se comporte. En faire le lien aussi avec les plantes. Donc, ouais. Il y a un sujet. S'il y a des chercheurs et des chercheuses qui veulent travailler là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière question, et puis ensuite on va passer à la suite du programme. Merci. Bonjour. Moi j'avais une question juste une question de méthodologie sur l'étude sur le Grand Lyon, parce que c'est pour mettre un peu en parallèle vos 2 travaux. Il semblerait qu'en MSV il y ait des bons résultats sur la rétention en eau, et bon là c'est pas spécifique à MSV ou aux pratiques, mais c'est une question de méthode. Quand vous prélevez les échantillons pour mesurer sur la balance les poids finalement pour savoir qu'est-ce qui reste dans l'échantillon. Est-ce que vous le faites tout de suite ces mesures, parce qu'il y a de l'évaporation, ça joue aussi sur la densité. Je me demande s'il n'y a pas un biais méthodologique qui mène justement à ces conclusions où la rétention en eau n'est pas forcément significativement différente d'une pratique à l'autre, quoi. Merci. Je vais pouvoir faire une réponse claire. C'est que, en fait, dans un labo de physique, vous avez des espèces de bacs qui imitent le sol et qui permettent de mettre tous les échantillons au même... c'est pas la même teneur en eau, mais c'est la même force de succion, quoi. Donc c'est comme s'ils étaient tous à capacité au champ. Donc au moment où votre sol est ressuyé, on les met tous à la même enseigne en rentrant au labo. Je pense que ça répond à votre question. Pas du tout. Voilà. Donc comme ça, on ne compare pas des pommes et des poires avec l'échantillon qui est resté dans la voiture ou l'autre quand on a prélevé il y a plus juste avant. Ils sont tous équilibrés à la capacité au champ. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour ce Merci. focus sur les sols.